Le drame commence par une scène qui ressemble à un film. Ding Xian arrive à son premier jour à l'université, valise à la main, et, sans trop réfléchir, essaie d'entrer dans le dortoir des garçons. La responsable l'arrête net et lui dit que ce bâtiment est réservé aux garçons. Ding insiste, jure que ce n'est qu'une minute, et quand elle voit qu'on ne la laissera pas entrer, elle reste dehors et commence à crier un nom à plein poumon. En quelques secondes, le spectacle commence. Des étudiants qui regardent, des téléphones qui filment, et une vidéo qui se répand comme une traînée de poudre. Cette même vidéo arrive jusqu'à Usiyu, l'autre protagoniste. En la voyant, il part en trombe. Quand il se retrouve enfin face à face, Ding reste figé, comme si le temps s'était replié sur lui-même et qu'ils redevenaient soudain ceux qu'ils étaient avant. Ou ne fait pas de scène, il la prend par le bras, la sort de ce chaos, et l'emmène dans un endroit plus calme. Et là, Ding, le cœur au bord des lèvres, laisse enfin sortir ce qu'elle garde en elle depuis trop longtemps, qu'elle l'aime, qu'elle ne l'a jamais oublié, qu'elle a toujours eu en tête même si la vie les a emportés sur des chemins différents. Ou l'écoute, mais sa réponse est froide. Il lui fait clairement comprendre que leur histoire s'est terminée il y a des années, que maintenant chacun a sa vie et qu'il ne veut pas de relation. Il se lève pour partir, comme si cette conversation n'était qu'une formalité embarrassante. Mais Ding l'arrête. Elle lui rappelle la promesse qu'ils s'étaient faite d'arriver ensemble dans cette université et lui demande, droit dans les yeux, s'il l'a un jour vraiment aimé. Ou ne répond pas. Il se retourne et marche vers le dortoir, avec cette façon de fuir sans discuter. Ding le suit, le rattrape et, juste avant qu'il entre, elle sort de son sac un robot. Ce n'est pas un cadeau quelconque, c'est un souvenir qui pèse lourd. Ou le prend, l'emporte en silence et disparaît. Ding, à peine le voit-elle partir, s'effondre. Elle reste là, à pleurer, comme si tout l'effort qu'elle avait fait pour arriver jusqu'à cet endroit lui tombait brusquement dessus. Déjà dans sa chambre, où regarde le robot calmement. Il l'ouvre, trouve une note cachée et, avec cela, la porte du passé s'ouvre en grand. L'histoire revient en 2009, quand Ding Xian déménage avec sa famille dans un nouveau quartier. Le père de Ding a trouvé du travail grâce à un ami qui vivait tout près, et c'est pour cela que la famille va lui rendre visite. Dans cette maison apparaît Usiyu, accompagné de deux amis inséparables, Sun Ziki et Jan Shen. Ils déjeunent tous ensemble, comme des familles qui se connaissent depuis longtemps, et les adultes se mettent à parler comme si le temps n'avait pas passé. Au milieu de la conversation, les mères se rappellent que Ding et Wu jouaient ensemble quand ils étaient enfants, qu'ils vont maintenant dans le même lycée et que, sans s'en rendre compte, ils grandissent déjà. Puis vient le sujet qui ressemble à une blague, mais qui ne l'est pas tant que ça. Quand ils étaient petits, les adultes avaient parlé d'un engagement entre eux, un truc typique de vieille plaisanterie que les grandes personnes disent parfois comme si c'était le destin. Ou, avec un visage sérieux, lâche que s'il faut rompre cet engagement, il fera ce qu'il faut. Tout le monde le regarde, et il conclut avec un rire en disant qu'il plaisantait. Mais le commentaire laisse une drôle d'atmosphère à table. Peu après, Ding passe dans le couloir à la recherche de papier pour son petit frère et finit près de la chambre de Zhu. Sans le vouloir, elle entend Sun Ziki et Jan Shen se moquer d'elle parce qu'en arrivant elle s'est cogné la tête et s'est fait une bosse. Ils l'appellent « petit monstre » et disent des bêtises sur le fait que sa fiancée a des cornes. Ding reste glacé sur place. Quand ils se rendent compte qu'elle est dehors, il pousse Wu à arranger ça. Wu sort, lui donne le papier et lui dit de ne rien prendre au sérieux, que ses amis taquinent juste pour taquiner. Ding, avec fierté, dit qu'elle veut rompre cet engagement d'enfance. Wu répond que c'est d'accord. Mais Ding se contredit. D'abord elle le dit, puis elle s'en va comme si elle avait perdu le contrôle de la conversation. Le lendemain, Wu accompagne Sun Ziki chez le médecin pour une blessure à la jambe. Ding apparaît à la pharmacie pour chercher un médicament pour son cou. Mais il lui manque de l'argent. Wu intervient, paie sans faire de drame et l'emmène manger dans un endroit simple. Il lui achète un gâteau et lui dit que c'est « pour la corne », parce que le gonflement ressemble à une petite pointe. Ding se fâche, laisse l'argent sur la table et s'en va avec sa dignité en morceaux, en se jurant que ce garçon est insupportable. Au lycée, Ding commence du mauvais pied. Son petit frère lui cache son badge avec son nom et elle arrive en retard. Sur le chemin, elle croise Wu, qui arrive aussi en retard ce jour-là. Ding se couvre le visage et accélère, comme si ça ont été visible sur son front. En classe, faute de place assise, Wu finit par s'asseoir à côté d'elle. Ding s'agace, mais Wu lui fait remarquer qu'il n'y a plus de place ailleurs. En plus, le père de Ding travaille dans la même école, alors elle vit avec cette peur constante que tout le monde l'observe. Quand le professeur annonce que quiconque n'a pas son badge devra rentrer chez lui, Ding sombre parce qu'elle ne l'a pas sur elle. Plus tard,
À l'heure du déjeuner, le groupe de Wu invite tout le monde à manger. Mais Ding s'écarte en voyant son père rôder dans les environs. Elle finit par manger seule, et c'est là qu'apparaît Subokong, un garçon du même village qu'elle connaît depuis l'enfance. Il lui parle naturellement, comme si ce lycée immense ne faisait peur à personne, et lui dit que, si elle veut survivre à la vie scolaire, elle ferait bien de se faire des amis, petit à petit. En classe, Ding fait des efforts en prenant des notes comme si c'était une compétition, et Wu lui dit qu'en mathématiques on n'écrit pas autant, qu'il suffit de comprendre la formule. Ding, fatigué, lui répond qu'il n'a pas à la juger, lui réussit mieux que n'importe qui. C'est alors qu'une fille nommée Jiayu s'approche d'elle et lui explique que Ding n'a pas encore compris quelque chose d'important. Wu Siyu est le meilleur de la classe. Ses mauvaises notes venaient du fait qu'il était occupé avec une compétition de robotique et qu'il n'avait pas pris l'examen au sérieux. Ding se sent toute petite en apprenant cela, surtout quand elle voit Jiayu s'asseoir avec Wu pour comprendre un sujet, comme si elle avait déjà pris cette place. Ding se sent déplacé. Subokong le remarque et l'emmène sur le toit, en lui disant que c'est un endroit tranquille. Là, elle admet qu'elle a du mal à s'intégrer, qu'elle a l'impression que tout le monde se connaît sauf elle. Subokong lui parle comme un vrai ami. Il lui rappelle qu'on ne devient pas une famille en un jour, qu'avec le temps tout se met en place, et qu'elle ne doit pas perdre espoir juste parce qu'elle se sent seule depuis une semaine. En retournant dans la salle, Ding décide de changer de place pour ne pas voir Jiayu collée à Wu. Elle essaie de le faire sans drame, mais Wu l'arrête, et quand elle refuse de rester, il lui lance que si elle part, autant ne pas revenir. Ding change de place quand même, têtue. Ce soir-là, elle rentre chez elle et trouve son petit frère en train de brûler son journal intime. Elle explose, se dispute avec sa mère, sans qu'on lui demande tout à elle et qu'on pardonne tout au petit. Le père intervient et lui rend le badge caché, calmant un peu le désastre. Pendant ce temps, la mère de Wu prépare des gâteaux et lui demande de les apporter à Ding. Wu accepte, mais Ding les refuse quand elle les voit. Et, pour empirer l'ambiance, Jeoxing apparaît, un camarade irritable qui vit plongé dans les livres, et qui gronde Ding pour le moindre bruit. Ding encaisse parce qu'elle ne veut pas attirer l'attention, mais au fond d'elle, elle se sent de plus en plus petite. Pendant ces premiers mois, Ding découvre aussi que la classe a sa propre politique étrange. Jeoxing n'est pas seulement pénible pour être pénible, il vit en compétition avec Zhu, parce que Wu finit souvent au-dessus de lui aux examens même s'il donne l'impression de ne pas faire d'efforts. Jeoxing se frustre, devient plus rigide, et le moindre bruit lui semble une offense personnelle. Ding, en tant que nouvelle, devient une cible facile. Si elle taille un crayon, si elle déplace une chaise, si elle pose une petite question à voix basse, il se retourne avec un mauvais regard. Ding a du mal à se défendre, parce qu'elle ne se sent pas encore intégrée au groupe et ne veut pas qu'on la montre du doigt. C'est pour cela que, quand arrive la journée des enseignants, Ding est surprise de trouver un nouveau journal intime dans le bureau de son père. C'est lui qui l'a acheté pour remplacer celui qui a brûlé. Ding comprend que, même s'ils se disputent, son père prend soin d'elle à sa manière. Elle lui apporte une petite attention et lui s'adoucit, parce qu'il sait que sa fille traverse un grand changement. En parallèle, la professeure désigne Jiayu comme chef temporaire de la classe un jour où le titulaire n'est pas là. Jiayu prend cela beaucoup trop au sérieux. Elle note les noms de tous ceux qui parlent. Ding chuchote pour demander un mot et se retrouve puni. Zhu, voyant que Ding allait être la seule à être pointée du doigt, ajoute volontairement les noms d'autres camarades, y compris Sun Ziki, pour répartir le coup. Le professeur revient, gronde la moitié de la classe et en oblige plusieurs à rester après les cours. Ding ne le comprend pas sur le moment, mais ce geste lui reste gravé. Ou peut être sec, mais il n'aime pas qu'on l'écrase. À la maison, le père de Ding essaie de l'aider sur quelque chose de plus pratique. Il lui apporte des snacks et lui dit de les partager, que l'amitié se construit avec de petits pas avec des miracles. Ding n'est pas convaincue, mais le lendemain elle arrive avec des chocolats et les distribue. Elle en donne même un à Zhu. Jiayu essaie de l'en empêcher, en disant qu'elle lui apportera quelque chose de mieux, mais Wu le mange quand même. Ding se sent bien, parce que, pour la première fois, il accepte quelque chose qui vient d'elle sans se moquer. Avec le temps, Ding commence aussi à avaler ses propres nerfs. Pendant une pause, elle voit un joueur débutant piégé par un monstre dans un jeu. Et même si Ding n'est pas experte non plus, elle intervient pour l'aider depuis le téléphone portable d'une amie. Elle finit par le sauver, et cette petite victoire lui donne confiance. Tout dans sa vie n'a pas besoin d'être parfait pour avoir de la valeur. Les fêtes de fin d'année approchent et Ding prépare des cartes pour ses camarades. Kong Shadi lui raconte que Wu n'est pas fan des célébrations. Alors Ding hésite à lui en donner une. Mais Wu remarque l'absence et, avec son orgueil habituel, lui dit que si elle en a fait pour tout le monde, elle peut aussi lui en donner une à lui. Ding se lance et la lui remet dehors de la salle,
parce que la professeure les punit pour avoir parlé. Ou se moque en disant qu'elle est mal faite. Ding se vexe et essaie de la lui reprendre. Et il finit par admettre qu'il plaisantait. C'est une scène simple, mais on voit là que Wem l'a provoqué juste pour la voir réagir. Puis vient le nouvel an. Ding reste à étudier jusqu'à s'endormir, et son père préfère ne pas la réveiller. Ou sort avec le groupe pour voir les feux d'artifice, mais intérieurement il est éteint sans Ding. Son Ziki le remarque et le taquine en disant que le « petit monstre » lui manque. Ou trouve des excuses, comme toujours, et c'est pour cela que les amis finissent par aller chercher Ding chez elle. Ils l'emmènent presque de force, restent coincés dans les embouteillages et, pour ne pas rater le spectacle, ou les guident en courant jusqu'à un pont. À minuit, ils se prennent par la main et crient « Bonne année ». Ding sent les battements dans la main d'Oué, cette nuit-là. Elle écrit dans son journal qu'elle espère que ce genre de promesse restera. Tout n'est pas tendre, bien sûr. Ding tombe malade pendant quelques jours et Ou apparaît avec les notes de la journée et sont relevés. Ses résultats restent faibles. Ding se décourage, et Ou lui laisse son numéro écrit sur un papier au cas où elle aurait besoin de quoi que ce soit lorsqu'elle ira dans sa ville natale pour un festival. Quand la date arrive, elle voyage, travaille sur des décorations avec Subokong et, pendant qu'il la taquine en insinuant qu'elle aime, Ou Ding le nie avec trop de force, ce qui ne fait que faire rire Subokong encore plus. Dans sa ville natale, Ding passe tout un après-midi à se demander si elle doit appeler Ou la première pour le féliciter. Finalement, c'est lui qui appelle avant. Il parle peu, se souhaite un bon festival et il lui glisse, comme si de rien n'était, que le semestre suivant ils seront encore camarades de pupitre. En plus, elle apprend que ce jour-là est aussi son anniversaire et Zou, au lieu de lui faire le cadeau cher habituel, l'emmène au planétarium pour qu'elle voie le ciel comme si c'était une scène faite juste pour elle. Ding est vraiment touché à ce moment-là, parce que ce n'est pas un geste de politesse, c'est quelqu'un qui a fait attention. En revenant en cours, Ding se retrouve mêlé à un problème étrange à cause de Yukiki. Kek lui laisse une lettre pour Ou et Ding, incapable de dire non, la garde. Kon Shadi se fâche parce qu'elle voit venir le désastre. Si Ding continue à jouer les messagères, les filles vont affluer autour de Ou et on va se servir d'elle. Ding se défend en disant qu'elle n'aime pas Ou, mais la manière dont elle le dit ressemble plus à de la panique qu'à une certitude. Elles se disputent un peu, mais finissent par se comprendre et redeviennent amies, parce qu'elles sont toutes les deux intenses, mais elles tiennent l'une à l'autre. Le chaos éclate quand on reçoit une lettre et pense qu'elle vient de Ding, parce qu'il reconnaît l'écriture. Il se fait des idées, lui apporte un cadeau. Et c'est justement à ce moment-là que Kek arrive avec des chocolats et les glisse dans le pupitre comme partie de la même confusion. Kon Shadi, sans filtre, révèle la vérité. La lettre ne venait pas de Ding. Ou se met en colère, pas tant contre Kek que contre Ding pour ne pas avoir arrêté cela plus tôt. Il la fait sortir dans le couloir et lui dit qu'il déteste ce petit jeu de messages. Et Ding reste en pleurs parce que, encore une fois, elle n'a pas su s'imposer. L'anniversaire de Ou arrive. Il invite tout le monde et attend Ding. Ding est resté à peindre, voit l'invitation tard et court, mais elle arrive quand la fête est déjà finie. Ou, blessée, lui demande si elle s'excuse d'être en retard ou pour le désastre de la lettre. Ding répond que c'est pour les deux. Ou, malgré son orgueil, garde un morceau de gâteau pour elle et allume une bougie comme s'il fêtait cela en tête-à-tête. Ding lui offre un tableau fait à la main et Ou le garde comme si c'était quelque chose de sérieux. Il lui propose aussi un téléphone, mais Ding le refuse parce qu'il est trop cher. Ou dit qu'il l'a gagné lors d'un événement et qu'il ne veut pas être coupé d'elle. Ding finit par accepter, parce qu'elle comprend le message derrière l'objet. Ce téléphone change tout. Ding commence à s'écrire avec Zou, à aller au lycée avec lui, à partager des choses simples sans autant de maladresse. Et quand arrive la grande décision de choisir science ou art, Ding s'affirme, elle veut les sciences, même si sa mère s'y oppose. La condition devient lourde, obtenir 270 points à un examen mensuel. Ding se brise à étudier, ou l'entraîne avec des examens, et même sa mère, bien que froide, lui apporte du lait le soir. Ding remarque que sa mère la pousse, oui, mais qu'elle s'inquiète aussi pour elle. Ce mélange la trouble et la renforce en même temps. Puis arrive une période sombre, le téléphone de Ding est volé. Elle court après le voleur et finit dans une zone dangereuse. Zou, Sun Ziki et Jan Shen apparaissent pour l'aider. Ou brise les règles, quitte un camp d'entraînement et reçoit une punition pour cela. Mais il ne le dit pas à Ding pour qu'elle ne perde pas sa concentration. Ce sacrifice, bien que silencieux, marque un avant et un après. Après cette frayeur, Ding comprend que sa vie scolaire n'est plus seulement faite de devoirs et de ragots. Ou, pour l'avoir aidé, perd des points auprès de l'école et avec son propre corps. On l'oblige à courir des tours comme punition. Il arrive épuisé et, malgré cela, essaie d'agir normalement.
Ding sent que quelque chose ne va pas, mais il le garde pour lui afin qu'elle ne se déconcentre pas pendant le mois le plus important. Cette même fatigue finit par le faire tomber. Un jour il manque les cours et Ding, inquiète, va chez lui. Là, elle le trouve avec de la fièvre, tout juste réveillé, et décide de prendre soin de lui sans faire de drame. Elle lui prépare une bouillie simple et la lui donne comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Wu, à moitié affaibli, la remercie et, pour la première fois, laisse échapper une émotion minime. On voit bien qu'avec elle, il baisse la garde. Pendant que Ding se tue à étudier pour l'examen mensuel, son univers à la maison devient aussi tendu. Sa mère est de plus en plus stricte, et Ding, comme soupape d'échappement, écrit dans son journal ce qu'elle n'ose pas dire à voix haute. La peur d'échouer, la fatigue, et l'affection qui est en train de naître en elle pour vous. Le problème, c'est que sa mère le trouve, par accident, le lit et explose. Ding se sent envahi, elle se dispute violemment et, dans un moment de colère, Ding finit par jeter le journal. Ensuite elle le regrette et sort le chercher désespérément, avec Wu qui l'aide dans la rue comme s'il s'agissait d'une mission. Il ne le trouve pas, et cela laisse à Ding la sensation d'avoir perdu une partie d'elle-même. Pour lui remonter le moral, Wu lui montre un robot qu'il a lui-même assemblé. Un robot qui peut même bouger et danser, un peu. Ding rit, et cette minute de rire lui sauve la journée. Malgré le chaos, Ding ne renonce pas. Elle s'inscrit à un concours de peinture parce que c'est ce qu'elle aime le plus, même si sa mère dit que ce n'est qu'un hobby. Ou, comme si de rien n'était, remplit le formulaire pour elle et fait en sorte que ses amis couvrent la situation à la maison afin que Ding puisse y aller. Ding participe, peint de toutes ses forces, et quand elle gagne la première place, elle sent enfin que quelque chose lui réussit sans qu'elle ait eu besoin de demander la permission. Cette victoire renforce aussi le groupe. Jan Shen décide de poursuivre son rêve d'entrer dans l'armée. Sun Yiki le soutient. Et Zhu va même parler avec le père de Jan Shen pour lui faire comprendre que son fils ne fait pas cela par caprice. Le temps passe et un camp d'été arrive. Ding y va, s'amuse, danse avec le groupe et se sent faire partie de quelque chose. Subokong apparaît dans les environs et Wu se remet à être jaloux. Mais cette fois il le cache encore plus mal. Pendant ce camp, Ding perd son journal, et Wu crée un blog privé pour qu'elle puisse écrire sans que personne ne lui envahisse l'esprit. Quand Ding s'en rend compte, elle comprend que Wu ne se contente pas de l'écouter. Il la protège dans les détails. Plus tard, quand la mère de Ding doit voyager à cause de la santé d'une grand-mère, Ding reste quelques jours sous la garde de la mère de Zhu. Là, ils vivent d'une manière plus familiale. Ils vont faire des courses, regardent des photos de leur enfance, rient des moments gênants de Zhu, et Ding imagine, sans l'admettre, ce que serait une vie comme ça tous les jours. Mais la grande pression arrive avec l'examen d'entrée. Ding se prépare comme jamais, mais les nerfs la trahissent et son score n'est pas suffisant pour entrer à Huaking. Elle s'effondre. Ses amis la consolent, ou aussi, et malgré cela Ding prend une décision difficile. Elle va redoubler une année. Wu entre à l'université, Ding reste en arrière, et cette distance ouvre une fissure. Wu croit qu'en s'éloignant il la protège. Ding croit qu'on l'a abandonnée. Ce malentendu grandit en silence, comme une boule de neige. Wu entre à Huaking, mais sa réalité n'a rien d'une fête. Son père tombe malade et des problèmes d'argent apparaissent. En plus, une lourde rumeur éclate. On accuse le père de Wu d'avoir divulgué un examen. Wu se sent piégé. Il ne peut même pas sauver sa maison et il croit qu'il ne peut pas non plus protéger Ding. C'est pour cela qu'il coupe tout contact, change de numéro et s'enferme dans son propre silence. Ding, de l'autre côté, l'interprète comme un abandon. Un an plus tard, Ding réussit à entrer à Huaking et nous revenons au début. Elle crie dehors devant le dortoir, le cherche, le trouve, lui avoue ses sentiments, et lui joue le froid. L'histoire révèle que Wu n'est pas indifférent. Il est effrayé et épuisé. Le robot que Ding lui rend, avec le mot de passe d'un blog qu'elle a écrit, finit par le briser intérieurement. Il pleure seul, parce que dans ce blog il y a Ding telle qu'elle est, sincère, intense, têtue, et amoureuse sans masque. À l'université apparaît un nouveau rival, Dong Cheng, qui envie ou utilise le scandale du père pour l'attaquer. Apparaît aussi Lu Fei, une fille qui se colle à Wu sans comprendre ses limites. Et Ding les voit ensemble et se brise encore une fois. Ding rejoint des clubs, se fait de nouveaux amis, chante à une fête, et Wu l'écoute pendant qu'il travaille à mi-temps comme serveur. Là, pour la première fois, il lui avoue une partie de sa vie, l'hôpital, l'argent, le poids de la famille. Mais malgré cela, il insiste pour l'éloigner, en lui disant qu'elle doit vivre sa vie, rencontrer des gens, ne pas l'attendre. Ding n'avale pas cette excuse. Elle lui dit qu'une nouvelle vie n'efface pas ce qu'il y avait avant, et qu'elle n'a pas confondu l'affection avec un caprice. Elle l'aime vraiment.
Ou se cache à nouveau derrière le mot « amitié », mais ses actions le contredisent. Quand quelqu'un prend des photos de Ding en secret et les publie sur Internet, ou découvre le type, lui prend l'appareil photo et remet à Ding une alarme de défense personnelle fabriquée par lui, comme s'il disait sans mots, il ne va pas rester à regarder. La tension monte parce que Subokong réapparaît, déjà plongé dans le monde créatif, et lui offre des opportunités pour sa bande dessinée. Ding l'apprécie, mais meurt de jalousie. Lors d'un dîner, Subokong admet qu'il aime Ding, et Zhu brûle intérieurement. Ding entend une partie de la conversation et se met en colère, parce qu'elle a l'impression que Wu décide pour elle sans rien dire clairement. Elle lui crie qu'elle est fatiguée de le poursuivre, qu'il veut toujours qu'elle soit là, mais qu'il ne s'engage jamais. Wu reste bouleversé. Il ne peut plus tenir ce rôle. L'histoire de Sun Ziki et Kong Shadi explose aussi. Sun disparaît à cause de problèmes familiaux. Elle le cherche, l'affronte, le secoue, et ils finissent par se réconcilier, en apprenant que fuir ne fait qu'agrandir les dégâts. Cette leçon tombe sur ou comme une pierre. En plus, le père de Zhu, depuis l'hôpital, lui ouvre les yeux. Il lui dit que Ding a trop travaillé pour lui, qu'il ne doit pas la laisser s'échapper, que celui qui considère une bonne personne comme acquise finit par la perdre. Ou décide de se confesser. Lors d'un voyage avec des amis, il parle enfin sans détour. Il admet qu'il s'est éloigné parce qu'il ne se sentait pas capable, qu'il avait peur de l'entraîner dans une vie difficile, qu'il a cru qu'ainsi elle choisirait quelque chose de mieux. Ding l'écoute et lui dit qu'il ne comprend pas l'amour s'il pense qu'aimer, c'est disparaître. Elle ne veut pas d'un chemin parfait, elle veut être avec lui sur le vrai chemin, celui qui viendra. Ou, enfin, cède, il l'embrasse, et ce baiser ne sonne pas comme une impulsion, mais comme une décision. À partir de là, ils deviennent un vrai couple, mais ils affrontent quand même des obstacles. Lu fait, par jalousie, va jusqu'à l'enfermer dans des toilettes. Ou la secourt et, pour réparer cela, lui montre quelque chose qu'il garde depuis longtemps, une version animée de la bande dessinée de Ding, Petit monstre, faite par lui. Ding comprend que Wu l'observait, la lisait, l'écoutait, même quand il disait que non. Ensuite apparaît un gros problème avec un contrat créatif. Ils veulent modifier l'œuvre de Ding pour mieux vendre. Ding refuse. Wu la soutient et rappelle au directeur que sans consentement, il n'y a pas d'accord. Subokong est un peu déçu, parce qu'il est davantage focalisé sur l'argent. Mais Ding choisit ce qu'elle aime vraiment et Wu l'admire pour cela. La situation du père de Zhu se résout aussi. Grâce aux informations que Subokong obtient, son innocence est prouvée. L'hôpital cesse d'être une ombre aussi lourde, la famille respire, et Zhu retrouve le calme qu'il avait perdu. Dans cette tranquillité, Wu fait quelque chose qui semble fermer une boucle. Il demande Ding en mariage avec une bague simple, en lui rappelant que cette promesse un peu ridicule existait déjà quand ils étaient enfants, mais que maintenant elle est réelle. Ding est ému et accepte. Plus tard, Wu part à l'étranger pour ses études et la relation devient à distance. Appel, vidéo, anniversaire à travers un écran, patience. Ding obtient son diplôme, prononce un discours, et pendant qu'ils enregistrent des vidéos, elle le voit apparaître à l'écran. Wu revient, la félicite, l'embrasse et lui montre une boîte avec tous les souvenirs qu'elle lui a donnés. Lettres, cadeaux, petits détails, tout gardé comme s'il s'agissait de son trésor le plus précieux. Là, encore une fois, il lui met une meilleure bague, accomplissant ce qu'il avait promis. À la fin, même Subokong, qui a toujours été dans les parages, reste tranquille en les voyant ensemble. Wu le remercie d'avoir pris soin de Ding quand lui ne le pouvait pas, et Subokong ne lui demande qu'une chose, qu'il la protège. Wu le promet. Et ainsi, l'histoire se termine là où elle a commencé. Deux personnes qui se sont retrouvées 1000 fois, se sont perdues par peur, et malgré tout se sont choisies quand elles ont enfin cessé de fuir. Fin du drame.